Si vous voulez bien, nous allons reprendre pour cette séance de clôture, conférence de clôture du colloque Défis d'archives. Nous avons le grand honneur et le grand plaisir aussi de donner la parole à Patrick Boucheron, que j'ose à peine présenter puisqu'il est notre hôte. Il est historien, spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il est président de l'École française de Rome depuis 2015. Il est également, vous le savez bien évidemment, détenteur de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Je ne reviens pas sur sa bibliographie que vous connaissez sans doute et qui est extrêmement vaste. Je citerai simplement, si j'ai bien lu, le dernier ouvrage paru, La trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, paru chez Au Seuil en 2019. Peut-être qu'il y a d'autres ouvrages plus récemment parus. Depuis, non, pas vraiment. Pas encore. Merci infiniment. Voilà. Merci, c'est moi qui vous remercie. Rebonsoir. Oui, la brève intervention que je vais vous proposer, ça s'appelle donc, comme il est indiqué sur le programme, les futurs du passé archivé. Et pour commencer, je dirais volontiers que poser la question de l'avenir des archives, comme nous y invitent les travaux de cet après-midi, c'est aussi se demander quel avenir les archives nous réservent. Et tâchons, si vous le voulez bien, de donner à cette expression son sens le plus densément paradoxal. Parce qu'en elle se dépose du passé, non pas tout le passé, mais du passé. Les archives sont des réserves d'avenir. Et elles le sont d'autant plus que ce dépôt ne résulte en rien, ça on le sait, on l'a compris, du cours naturel des choses, que tout imaginaire de la sédimentation est inévitablement trompeur. Où va le passé quand il est passé? Certainement pas dans les fonds d'archives. Il est, s'il s'y trouve, ou plus exactement s'il s'y trouvera, c'est que quelqu'un nomme archive un papier ou n'importe quel vestige, qu'il le collecte, qu'il le conserve, qu'il le classe et le communique, comme on l'a rappelé aujourd'hui, et tout cela en même temps, et tout cela faisant un geste qui, au présent, est un geste éminemment politique. Et c'est effectivement cette question de la matérialisation et de la politisation de l'archive ou des archives dont je voudrais dire un mot. Ce geste, il est politique parce qu'il est, comme l'a rappelé Yann Potin hier, un pari périlleux sur l'avenir. Il appartient à l'idée même d'archive qu'elle soit en péril. Sans cela, sans ce péril, d'une certaine manière, il n'y a pas d'archive. Et je le cite, archiver, dire le péril de ces papiers qui ne sont pas encore des archives, c'est en quelque sorte construire au présent le passé du futur. Voilà, effectivement, cette condensation temporelle que je voudrais suggérer rapidement devant vous. Cette inquiétude quel avenir les archives nous réservent est contemporaine d'une forme de politisation de l'acte historiographique qui nous engage tous, qui doit aussi nous alerter, peut-être nous inquiéter sur ses limites, ses dangers, ses dérives, mais qui consiste en tout cas à rappeler qu'écrire l'histoire, je me situerai plutôt de ce côté-là, ne consiste pas seulement à raconter le passé tel qu'il fut, mais à l'ouvrir ou à ouvrir le temps à la possibilité d'autres devenirs, ce que j'appelle ici les futurs du passé archivé. Et si je l'appelle ici, par cette expression, c'est pour reprendre les mots d'Isabelle au seuil du volume qui vient de paraître, Dialoguer l'archive, une expression, disais-je, qui, je te cite, vise à faire entendre la condensation des temps. Il s'agit bien de ça, la condensation des temps que recèle toute archive. L'archive qui conserve la mémoire du passé est toujours déjà tournée vers l'avenir, auquel elle s'adresse et se destine à la manière de l'ange de l'histoire qu'évoque Walter Benjamin à propos d'un tableau de Paul Klee. Je propose donc d'appeler benjaminienne, on ne se refait pas, mais cette fois-ci
c'est pas moi qui ai commencé, hein, ce nouvel âge de la conscience archivistique et de l'opération historiographique, qui sont l'une et l'autre contemporaines et qui, d'une certaine manière, nous mènent donc au seuil de sa matérialisation et de sa politisation. Alors, évidemment, l'allusion est transparente, je l'explicite d'un mot. C'est dans la plus célèbre, vous le savez, de ses thèses sur le concept d'histoire, la 9e, que Walter Benjamin a donné un visage inoubliable à cette catastrophe lente à venir que nous appelons l'oubli ou l'archive en péril, ou le présent. C'est l'Angelus Novus de Paul Klee qui accompagne toute sa vie, qui lui donne au fond son nom secret, qui est, on en parlait ce matin, pour lui, cette fragilité matérielle, ce dessin qui est incroyablement vulnérable, à qui l'a vue, l'original, comprend au fond combien était poignant justement. Il ne désigne rien d'autre que l'inquiétude de sa perte à venir. Il ne désigne rien d'autre. Il ne rend pas visible autre chose que son propre péril. Et on le sait bien, Walter Benjamin l'avait dans sa mallette, dans sa serviette, avec cette... C'est aussi une histoire d'exil, de fragilité, d'une serviette qu'on prend avec soi pour conjurer la crainte de la destruction, comme celle de Jacques Derrida dont nous parlait ce matin Philippe Artière. Et c'est l'ange, donc c'est l'ange de l'histoire qui regarde vers le passé, le tas de ruines devant lui monte jusqu'au ciel, mais il ne peut rester parmi nous et prendre soin des morts, car une tempête le pousse vers cet avenir auquel il tourne le dos. Ce que nous appelons progrès, c'est cette tempête. Et l'image est bouleversante parce que en elle se noue le temps messianique, l'espérance révolutionnaire, la fièvre poétique de Walter Benjamin. La question, au fond, c'est que, au fond, comment la regarder aujourd'hui, nous qui sommes face à lui, devant la fixité de son regard, face au temps où c'est inévitable, là encore, hier, je crois, et aujourd'hui, assurément, ce diagnostic sur l'aujourd'hui qu'on peine à ne pas appeler présentisme, perte, oubli du passé, crise de l'avenir. Mais lorsqu'on dit ça, on oublie, me semble-t-il, que dès 1956, Gunther Anders avait compris que nous n'étions plus face à l'ange de Klee, que nous étions même aux antipodes de l'ange de Klee, car, je le cite, l'humanité actuelle regarde aussi peu vers le passé que vers l'avenir. Pendant la tempête, ses yeux restent fermés ou, dans le meilleur des cas, fixés sur l'instant présent. Donc nous continuons à évoquer l'ange de l'histoire d'avant la catastrophe, alors que depuis le temps de l'obsolescence de l'homme, et je crois que toutes nos craintes d'obsolescence programmée, de destruction de la mémoire ou de submersion de l'information, Roger Chartier a montré que c'était deux craintes jumelles, au fond, d'être asséchés ou noyés par les archives, que tout cela donc, toute cette crainte technologique de l'obsolescence vient de ce péril initial, de ce défaut initial du nom de l'homme. Et oui, je crois que la figure, on en parlait encore ce matin, d'Emmanuel Ringelblum est en effet centrale pour nous, comme vient de le rappeler tout récemment Georges Didier Huberman dans son dernier livre, Éparse, voyage dans les papiers du ghetto de Varsovie, parce que le geste de Ringelblum était politique, construire
au présent le passé du futur, il était politique parce qu'il consistait en 3 décisions. Nouer, demeurer, quand on pouvait tenter de fuir, mais demeurer. Porter secours, quand on pouvait chercher simplement à survivre, mais porter secours, et écrire. Et écrire ce qui était en train de se passer et de cette chronique faire, écrit-il ailleurs, un petit caillou qui allait, sinon arrêter, du moins enrayer la roue de l'histoire. Cette récolte est une révolte, et c'est une révolte en acte qui est un acte de papier. Et pourquoi ne dit-on pas plus systématiquement que toute notre politique des archives vient de là, ou devrait venir de là? Que s'il y a une politique des archives depuis la catastrophe, elle ne peut venir que de là. Et là, je cite Walter Benjamin ici, à la suite d'Isabelle Alfandari. Ce n'est pas, effectivement, vous l'avez compris, pour nous éloigner des réalités concrètes de l'archivistique, en faisant trembler des concepts solennels, c'est au contraire pour nous ramener à la matérialité des décisions et des traces éparses, pour le dire comme Didier Huberman. Parce que, voilà, Benjamin, et c'est la question effectivement merveilleuse, éblouissante des archives Benjamin qui disait Hannah Arendt avait le don de penser poétiquement. Benjamin s'est lui-même présenté, portraituré, auto-portraituré comme un chasseur de perles, qui ne sont pas les perles de synthèse dont nous parlait Étienne Hanheim, qui sont ces éclats de pensée qu'il rassemble autour de lui. Je cite Hannah Arendt, comme le pêcheur de perles qui va au fond de la mer, non pour l'excaver et l'amener à la lumière du jour, mais pour arracher dans la profondeur le riche et l'étrange, perles et coraux, et les porter comme fragments à la surface du jour. Il plonge dans les profondeurs du passé, mais non pour le ranimer tel qu'il fut, mais pour contribuer au renouvellement d'époques mortes. Donc, ça, c'est effectivement ce que je propose d'appeler la modernité benjaminienne et de la conscience archivistique et de l'opération historiographique. Ça veut dire, on ne peut pas ranimer le passé, puisque la tradition, c'est-à-dire l'autorité du passé, se présente, en tant qu'il se présente à nous historiquement, est rompue, que cette rupture est irréparable, et que n'est pas historienne ou historien celle ou celui qui n'a pas la claire conscience de cette transmission brisée. Voilà pourquoi on considère aujourd'hui, pas héroïquement, c'est comme ça qu'on apprend à écrire l'histoire. Ils étaient des héros, nous sommes simplement des héritiers. Nous considérons aujourd'hui que le document n'est pas une aubaine, n'est pas ce qui advient, et tant mieux s'il est advenu, n'est pas une source, parce qu'il ne coule pas de source, parce qu'il n'est pas clair comme l'eau claire, mais est en soi un objet d'histoire. Alors, oui, il faut l'inventer, le réinventer, il faut effectivement considérer ce nouveau rapport au passé, cette disposition du passé à venir cribler de ses éclats notre présent et à effectivement, comme les perles de ce chasseur des profondeurs, faire étinceler par effraction des lueurs d'avenir. Les collecter, les donner à voir, c'est effectivement écrire l'histoire des futurs du passé archivé. Mais justement, c'est un geste. Et c'est un geste qui a la simplicité de la collecte.
c'est le geste modeste et obstiné du petit garçon qu'il fut, Walter Benjamin, lorsqu'il accumulait dans ses tiroirs des cartes postales, des dos d'enveloppes, des listes, des photos légendées, des papiers collés, des jouets russes, et de manière non pas désordonnée, mais en tout cas sans hiérarchie, sans échelle de valeur. Et cette idée effectivement bouleversante que la collection est toujours, au fond, un petit fracas, une insurrection enfantine contre l'ordre du monde, la protestation obstinée contre le typique, contre le classifiable, écrit-il. C'est-à-dire qu'il y a cette tension dans ce que je propose d'appeler là la politique des archives, de la volonté de classer, bien sûr, et cette protestation obstinée contre le typique, contre le classifiable, qui, voilà, en fait, nous éloigne irréductiblement de l'optimisme historiciste des érudits qui, tel le collectionneur Édouard Fuchs, dans ce fameux texte de Benjamin sur Fuchs, historien de collectionneur, pense avoir ramassé le passé une fois pour toutes dans les granges du temps présent. Ce que Benjamin appelle magnifiquement, et qui est, là encore, me semble-t-il, toujours voilà, quelque chose qu'on pourrait avoir à l'esprit pour nous alerter contre toute possibilité de retour de cet optimisme historiciste, la certitude des bienfaits de la récolte. Et c'est-à-dire, au fond, chaque moment où on feint de croire qu'il suffit d'accumuler des traces du passé pour contribuer au progrès de la connaissance historique. Et là encore, il faut aller jusqu'au bout, même si c'est pas si facile. Il faut aller jusqu'au bout de l'analyse de Benjamin, parce qu'il dit tout ça, cette idée de progrès, elle est liée à, je le cite encore, le pathos démocratique de 1830. Donc oui, c'est normal qu'hier on ait parlé de démocratie. Parce que c'est lié, c'est historiquement lié, c'est contemporain. Il y a cette volonté qui plonge dans, voilà, on va appeler l'historiographie romantique, mais aussi le moment politique de constitution d'une administration des archives et qui espère le progrès tout court. Voilà. Mais qui l'espère dans un temps homogène et vide, qui n'est plus le nôtre aujourd'hui, dès lors qu'on cherche dans l'histoire le don d'allumer dans le passé l'étincelle d'espoir qui y est pénétrée. C'est-à-dire les futurs du passé, cette condensation du temps dont parle Dialoguer l'archive. Donc, nous voici devenus archéologues des futurs du passé archivé. Alors, qu'est-ce qu'une archéologie philosophique ? C'était la question que posait Alain de Libera ici même, lors de la première séance de son séminaire, le 20 mars 2014, séminaire qui sera publié 2 ans plus tard chez Vrin, sous le titre « L'archéologie philosophique ». Il y convoquait évidemment Michel Foucault, mais aussi de manière plus inattendue, Robin Collingwood, qui est un philosophe britannique qui n'a guère été lu en France, sinon par Paul Ricoeur d'ailleurs. Or, c'est Collingwood qui nous permet de comprendre qu'une archéologie philosophique ne consiste pas seulement à exhumer des thèses et à les agencer rationnellement ou chronologiquement, le plus souvent en reconstituant des généalogies, mais à réeffectuer le passé dans le présent. Plus précisément, sa méthode de constructive reenactment consiste à réeffectuer un questionnaire d'origine, c'est-à-dire à reconstituer les problématisations. Voilà. À poser la question deleuzienne, c'est quoi le problème ? On a des solutions, mais qui sont des questions à des réponses qu'on a plein. Voilà. Donc, au fond, les traces, les dépôts, mais ça, c'est n'importe qui le sait, lorsqu'il regarde des archives, ce sont des réponses à des questions qu'il nous faut reconstituer. Donc, c'est ça, l'art des problématisations. C'est-à-dire réeffectuer, réactiver un questionnaire, c'est en refaire un questionnement pour aujourd'hui.
réactiver le questionnaire, c'est refaire le questionnement. Et je cite les derniers mots d'Alain de Libera dans la première séance de son séminaire, « L'archive, au singulier, l'archive n'est pas un dépôt mort, c'est une énergie fossile. C'est là, dans ce que j'appelle l'énergie de l'archive, qu'il faut chercher ce qui rend nécessaire, et d'abord simplement possible, puis réel, une certaine forme de pensée. » Alors, c'est marrant cette expression, énergie fossile. On pourrait s'interroger, surtout depuis qu'on a lu, je ne sais pas, Carbone démocratie de Timothy Mitchell, par exemple, c'est-à-dire, au fond, depuis qu'on s'interroge sur l'histoire énergétique de la démocratie, le rapport entre, justement, démocratie et environnement, et aussi, surtout, depuis que nous sommes déniaisés sur les vertiges, enfin je pense, j'espère, de la dématérialisation. Nous savons désormais que rien ne se dématérialise tout à fait, que rien ne se déterritorialise entièrement, que la numérisation des archives produit d'abord un tsunami d'encre et de papier, que le cloud n'est pas dans le ciel, qu'il est sur Terre, et quelque part sur Terre, qu'il y a une géographie des big data qui chauffe trop, que nos mails entaillent la surface du monde d'une empreinte carbone, et que, d'ailleurs, on devrait s'interroger sur l'histoire environnementale, j'allais dire géologique, de la vie lettrée, qui est incroyablement prédatrice, pour plein de raisons, du papier, des voyages, et donc liée, au fond, à justement ce que Alain de Libera appelle l'énergie fossile, et dont qu'on peine aujourd'hui, effectivement, à mettre, comme en 1830, en rapport avec la démocratie, le charbon et la démocratie, mais dont on voit bien effectivement qu'on peinera à s'en passer, et dont on comprend bien aussi, c'est comme ça que je le saisis, qu'elle porte en elle, au fond, une pulsion de mort. Parce que tout cela consiste, je le répète, à rematérialiser la notion d'archive, et c'est à ce prix qu'on peut la repolitiser et la revivifier, c'est-à-dire l'arracher à la pulsion de mort. Parce que il y a dans le concept philosophique d'archive au singulier, évidemment, une pulsion de mort qui, écrivait Jacques Derrida dans Mal d'archives, n'est pas un principe qui menace même toute principauté, toute primauté archontique, tout désir d'archive, même si, je le cite à nouveau, le principe archontique de l'archive est aussi un principe de consignation, c'est-à-dire de rassemblement. Voilà. Et moi, il me semble, enfin, voilà, c'est ça dont on peut discuter, que tout notre effort, le vôtre, celui du projet Archives, consisterait, au fond, à rétablir le pluriel historique des archives, tout en conservant intacte la force philosophique de ce singulier, qui, ainsi que l'a montré Denise Olgivi, excède le périmètre des archives. C'est-à-dire entre l'archive des uns, les philosophes, et les archives des autres, s'établit un écart qui est symptôme, écrit-elle dans cet article de Société et représentation publié en 2017 sur Michel de Certeau, sous le titre Paradoxe de l'archive. Donc, entre l'archive des uns et les archives des autres, s'établit un écart de non-congruence entre les catégories des uns et des autres, qui, d'une certaine manière, pointe et signe la puissance du passé archivé. Et donc, il faut tenir compte de ça, mettre quand même, malgré tout, archives plurielles, tout en conservant, inentamée, la puissance philosophique du concept. Pas plus qu'il n'y a de secret d'histoire, il n'y a, ou il ne devrait pas y avoir, de secret d'archives.
au sens étymologique de ce qui sépare et cloisonne de manière absolue. Alors ça, c'est effectivement quelque chose que le temps a fait pour nous, abattre le mur entre salle de lecture et magasin mis en scène par Arlette Farge dans Le goût de l'archive. C'est notre tâche collective, mais il suffit de regarder autour de nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sauf à mettre en scène, je dirais pour la montre, une opposition factive, séparée aujourd'hui, archiviste, d'historien. On voit bien qu'aujourd'hui, une historicisation critique de ce couple tumultueux que constitue l'historien et l'archiviste, mais aussi plus globalement le rapport entre l'histoire et le pouvoir, elle passe effectivement par une histoire institutionnelle des politiques d'archives. Voilà. On ne saurait oublier que la puissance de l'archive, sa réserve d'avenir, vient de ce que Yann Potin a appelé la matérialité différée du pouvoir, puisque toujours selon lui, ou plus exactement selon une expression de Yves Perrotin qu'il aime à citer, la recherche historique est un sous-produit de l'administration. Donc il faut bien qu'il y en ait une pour que nous agissions, mais nous savons désormais agir en comprenant que ce dépôt n'est pas une aubaine et que la première de nos tâches, c'est de comprendre pourquoi il est là. Donc il n'y a pas de secret d'archives. Entendez également que même si nous avons lu Sonia Combes, nous faisons le deuil de cette grande et belle scène qui fut celle des années 80, en fait. La scène à grand spectacle de la démocratisation des sociétés contemporaines par l'ouverture de ces archives. Comme si, de manière théâtrale, ouvrir les archives consistait d'un coup à agir et à comprendre, et à savoir. Il y a là sans doute une vision théologique, avons-nous dit cet après-midi, des archives, l'œil de Moscou ayant pris le relais de la toute-puissance des archives du Vatican, l'Archivio Segreto, effectivement, qui est évidemment une source inépuisable de fantasmes. Et donc là, c'est presque un malentendu, parce que on se tourne vers les historiennes et les historiens du présent pour les prendre à témoin de la nécessité d'ouvrir les archives, alors qu'eux-mêmes savent bien, ils sont payés pour ça, que ce geste n'est en rien une révélation subite de la vérité. Mais pourtant, ils doivent aussi, pour d'autres raisons, qui sont des raisons citoyennes, démocratiques, évidemment tempérées par d'autres considérations sur la vie privée, etc. De tout cela, on a parlé. Ils s'affairent à cette tâche, et ce faisant, tout en sachant, au fond, qu'eux-mêmes n'en attendent pas grand-chose, du point de vue des gains de savoir. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Parce que, en ouvrant les archives, que d'un coup, on comprend. Mais au fond, ils deviennent les garants des usages non historiens des archives. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, ce faisant, parce qu'ils sont... Voilà, on les rend témoins du fait qu'ils sont les garants des usages non historiens des archives. Cette extension du domaine de l'archive est aussi un élargissement de ses usages sociaux. Et là, effectivement, on a parlé des généalogistes, des juges, des militants, des amateurs, des curieux, des scolaires. On pourrait aussi parler des créateurs, des écrivains, évidemment, et en faire, là encore, peut-être le récit critique. Par exemple, du point de vue, disons, de la littérature française, on peut peut-être dater, tout ça se ramène quand même aux mêmes années. Le moment où Patrick Modiano est chaviré en 1978 par la lecture du mémorial de la déportation des Juifs de France, Klarsfeld, et qu'il a, à ce moment-là,
de son propre aveu, douter de la littérature. Et c'est peut-être pour en sauver la dignité qu'il fit dans Dora Bruder cet usage sèchement ascétique de la notation d'archives, nom, date, parsemant comme des cailloux jetés contre l'oubli, ralentissant de manière presque cérémonieuse le rythme de sa prose. Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé, et au fond imposant dans la littérature la figure du romancier en archéologue de la mémoire. Et cette posture devient à ce moment-là si commune qu'elle peut être aisément contrefaite et que nous en payons aujourd'hui la mauvaise monnaie. De nombreux romans miment, dans le mouvement même de leur intrigue, l'opération historiographique et le recours à l'archive, comme jadis celui du manuscrit oublié, est devenu le ressort ordinaire du romanesque, le plus académique. C'est pour ça qu'on doit faire autre chose. Enfin, la littérature et l'histoire valent mieux que ça. Philippe Artière le sait bien. Même si certains historiens de la littérature ont même donné un nom à ce sous-genre, les romans d'archives. Les romans d'archives, pour reprendre le titre du livre dirigé par Raymond de Brégenette et Jacques Neffs en 1995, même si les historiens peuvent aussi trouver dans ces livres un miroir flatteur de leur propre pratique, et à l'occasion user comme d'une ressource pédagogique, au fond, ils n'y apprendront rien de ce qui fait le prix de la littérature pour l'écriture de l'histoire, parce que rien ne nous y inquiète, au fond. Mais ça n'empêche pas, donc ça veut dire que prendre acte de l'extension des archives et de l'élargissement de ces usages sociaux, c'est donc rappeler qu'elles deviennent à la fois des sources d'information et d'inspiration, qu'elles sont des matériaux et des métaphores, c'est-à-dire, au sens propre, qu'elles nous transportent. Voilà. Elles nous transportent comme, ça a été plusieurs fois rappelé, cette substance hallucinogène que décrivait Michel Melot en 1985, au moment justement où le mot archive gagnait la splendeur conceptuelle du singulier, au moment de cette dématérialisation, cette extension, cette dilution, cette fièvre, ce mal d'archives, au moment où des dispositifs techniques, le micro-ordinateur pour l'écrit, le magnétophone pour l'oral, mais évidemment, tout a changé depuis, allait changer le rapport aux archives au moment de l'apparition du goût de l'archive d'Arlette Farge. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je me souviens, je terminerai par là, de ce qu'a été mon... Donc je suis né en 65, j'avais 20 ans. Mon premier contact avec des archives, avec l'idée même d'archives. Moi qui ne suis pas châtelain, qui ne suis pas généalogiste, j'étais juste lycéen. Et donc j'ai touché pour la première fois ce que, je pense, un lycéen touche pour la première fois, c'est-à-dire un cahier de doléances. C'est quand on est français et voilà, lycéen ou étudiant, je pense que c'est c'est le premier contact, au fond. C'est le premier contact. Vous savez qu'un livre récent de Pierre Serna vient de paraître, « Que demande le peuple ?» C'est un titre qui avait déjà servi à Charles Pasqua pour faire ses mémoires, sur le fac-similé des cahiers de doléances qui ont été rédigés, comme vous le savez, le premier et le troisième dimanche du mois de mars 1789. Ces 60 000 cahiers dont on sait qu'ils ont été filtrés pour être déposés au pied du roi. Enfin, il y en avait 12 qui ont été déposés au pied de Louis XVI, décantés et ramassés. Et bien sûr, cette énergie fossile est aujourd'hui hautement inflammable.
Et si elle arrive aujourd'hui, ce n'est pas complètement par hasard. Et ce n'est pas non plus sans arrière-pensée. Et ça peut nous alerter aussi sur les périls de cette politisation de l'opération historiographique. Comment contrôler les effets de la concordance des temps? Car nous savons bien que d'autres cahiers de doléances ont été récemment rédigés, 16 000 cahiers rassemblant 400 000 pages, les contributions des Françaises et des Français participant au grand débat de l'année dernière, rédigés en mairie, rassemblés en préfecture, collectés à la Bibliothèque nationale de France. Tiens, c'est vrai, pourquoi une bibliothèque? Ce ne sont pas des archives. Ils furent numérisés pour être ensuite dispersés dans les archives départementales qui en conservent la matérialité. On avait promis une numérisation intégrale et un accès libre. Vous avez vu quelque chose? En lieu et place, une étude automatique à partir du carottage du corpus numérisé par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, carottage, des sondages, des comptages de mots, ce qui est là, pour le coup, une décantation encore plus artificielle que celle du temps de Louis XVI, ce qui, en tout cas, consacre la confusion actuelle entre archives et données. Ne reste plus que du big data. Et là, effectivement, c'est un exemple, on pourrait en trouver plein d'autres, de ce qu'exige de nous la politique des archives. Un nouvel archiviste est nommé dans la ville. Mais est-il à proprement parler nommé? N'est-ce pas sur ses propres instructions qu'il agit? On aura reconnu ici le début fameux du texte que Gilles Deleuze consacra en 1970 dans Critique à l'archéologie du savoir, paru un an auparavant, avant de le reprendre dans son Foucault. On aura reconnu évidemment la scène kafkaïenne, mais c'est là-dessus que je voulais terminer, parce qu'on pourra reconnaître aussi, enfin je l'espère, rassembler toutes ces inquiétudes sur ce qu'est une politique de l'archive aujourd'hui, la question de la nomination. Nommer l'archive, mais qui nommera celui qui nomme l'archive? Un nouvel archiviste est nommé dans la ville, mais est-il à proprement parler nommé? N'est-ce pas sur ses propres instructions qu'il agit? Mais alors, qui donnera ces instructions, et où serons-nous le jour où il faudra effectivement les définir collectivement? C'est cela qui engage effectivement, me semble-t-il, les 4 moments de ces 2 journées sur le péril, sur la démocratie, sur le fait de se nommer soi-même et sur l'avenir que nous réservent les archives. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Patrick Bouchon, pour cette conférence. Je suis sûre qu'il y a des questions. Je voudrais juste vous dire que vous avez visé si juste en citant la figure de Walter Benjamin, parce que c'était au fond, avec Walter Benjamin, un peu comme penseur à la fois au secret et aussi tutélaire, que j'ai pensé, il y a 2 ans, le titre du projet Archive. Parce que Walter Benjamin a écrit le livre des passages, qui en anglais s'appelle The Arcade Project. Et en fait, le projet Archive s'appelle projet Archive The Archive Project. Et c'était par écho secret et un peu stupide, peut-être, que je pensais à lui. Et merci aussi d'avoir cité la double
comment dire, enfin, ce couple, si j'ose dire, de Derrida et Foucault, qui ont été aussi au collège des influences si importantes pour penser la question de l'archive, et qui ne pensent pas du tout l'archive dans les mêmes termes, mais qui ont contribué au renouvellement, disons, et à l'invention de l'archive comme la possibilité d'une philosophie de l'archive, ou de l'archive comme notion, peut-être. Et c'est vrai que, simplement pour faire écho à des choses qui ont été si centrales, merci d'avoir rappelé aussi la dimension, disons, de ce que vous avez appelé la rupture irréparable ou la transmission brisée que constitue l'archive. Et donc la nécessité absolument cruciale du travail de l'archive. Et d'ailleurs, Dialoguer l'archive a failli s'appeler le travail de l'archive, c'est-à-dire de déploiement de ce que tout à l'heure Étienne Hanheim distinguait entre le document tel qu'il est reçu, disons, et recorded peut-être, et déployé dans sa puissance d'archive. Et je retiens, je pense que pour le groupe Projet Archive, votre définition, parce qu'il y a eu beaucoup au sein du groupe de discussions entre historiens, un sociologue, des philosophes et bien sûr des archivistes, beaucoup de débats autour de l'archive au pluriel ou au singulier, qui est une vraie question qui reste en débat entre nous. Je retiens votre proposition de penser l'archive, enfin d'écrire l'archive au pluriel en conservant ce que vous appelez la force philosophique, disons, du concept d'archive au singulier. Je pense que c'est très très éclairant. Peut-être on s'arrête là. On avait intitulé conclusion, mais peut-être qu'on a, en fait, la dernière session a conclu, et cette conférence de clôture a largement conclu sur un certain nombre des problématiques qui ont émergé dans ces 2 jours. Je voudrais dire combien je pense pouvoir parler au nom du groupe du projet Archive. Nous avons été enchantés de ces 4 demi-journées, combien nous espérons pouvoir poursuivre nos travaux au cœur de ce projet, et peut-être dans une forme qui est appelée à naître de ce qu'auront été ces 3 années de recherche. Combien chacune de ces demi-journées, d'une certaine manière, était l'occasion d'un colloque tout entier, ou pratiquement, et les débats sont ouverts. Et la question, encore une fois, qui était notre question initiale, à savoir le rapport entre les techniques et les politiques de l'archive, et la question de la politique de l'archive, ou de sa politisation, comme ça a été dit dans la conférence de clôture, reste pour nous la question principale du rapport entre archives et société démocratique. Je vous remercie. Je voudrais remercier, juste avant de conclure pour de bon, simplement remercier pour leur hospitalité le Collège de France et Patrick Boucheron, ainsi que les personnes du Collège de France qui nous ont aidés, et en particulier Céline Surprenant. Je voudrais remercier aussi les Archives nationales qui nous ont accueillis et beaucoup soutenus. Je voudrais remercier aussi les archives diplomatiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je voudrais remercier bien sûr la Bibliothèque nationale de France, le Collège international de philosophie et son équipe administrative qui a été vraiment en soutien de ces 2 journées, l'École des hautes études en sciences sociales, l'Institut français, l'Institut de la mémoire et de l'édition contemporaine, l'Institut national de l'audiovisuel, bien sûr le Musée du Louvre, le Musée national de l'histoire de l'immigration, mais aussi Kingston University, University of California, Irvine et l'Université du Chili à Santiago, qui sont partenaires du projet. Voilà, je voudrais vous remercier infiniment pour votre participation. Merci.